Bonjour à toutes et tous, on est ravis cet après-midi de vous retrouver. Je suis Laurent Bigogne, le directeur de l'Institut Montaigne. Ces quelques mots pour remercier les présidents du groupe de travail qui a été une aventure que nous avons poursuivie avec eux pendant plusieurs mois, Thierry Jadot et Gilles Babinet, qui vont prendre la parole dans quelques instants avec un certain nombre de grands témoins que je remercie infiniment de leur présence avec nous cet après-midi. Permettez-moi aussi de remercier l'équipe de rapporteurs de l'Institut et tout le groupe de travail qui a travaillé justement sur cette problématique des jeunes et notamment des réseaux sociaux et du cyber harcèlement. C'est un grand plaisir dans ce temps si particulier de se retrouver avec vous. On s'est dit, y compris en discutant avec Roch-Olivier Mestre et Jean-Michel Blanquer, que je salue, on s'est dit que le moment était bon parce que le confinement est un temps spécifique. Je tiens aussi à remercier les entreprises qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Vous verrez qu'elle part d'un sondage qui est le décane que d'un sondage commis aux États-Unis par le Pew Research Center, qui est une grande fondation américaine. Et je remercie particulièrement Denso Egis, que préside Thierry Jadot et AXA, d'avoir accepté d'accompagner l'Institut pour permettre ce sondage possible. Je pense que ça tenait à cœur à Thierry, qui est un compagnon de route avec lequel nous avons énormément travaillé sur le digital, mais à AXA aussi, qui, via AXA Prévention, a créé une permis Internet qui existe depuis 2013 en lien avec l'éducation nationale, la gendarmerie et la police nationale. Donc merci à tous. Je passe aussitôt la parole à Théophile Lenoir, qui pour l'Institut Montaigne va vous faire une première présentation avant que ne commencent les discussions sur ce travail. Je crois que c'est à Théophile. Ah oui, je vais faire l'intro. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour effectivement lancer ce travail. Euh, je, je pensais en fait que c'était Théophile qui allait faire cette partie, mais voilà, donc je pense que je fais l'introduction. Nous sommes ici réunis pour parler de ce rapport que nous avons fait de l'Institut Montaigne sur les adolescents et les réseaux sociaux. Et on voit clairement aujourd'hui que les outils de communication ont été, notamment dans cette crise du Covid, absolument extraordinaires pour permettre d'assurer le lien social et la continuité pédagogique, mais ils sont également des vecteurs de violence et parfois de violence aux conséquences extrêmement graves. Donc, c'est dans ce contexte que on a lancé un sondage avec l'Institut Odoxa en partenariat avec AXA Prévention et Dentsu Aegis Network, qui, comme vient de le dire Laurent, s'est inspiré d'une étude de 2018 du Pew Research Center sur le cyberharcèlement aux États-Unis et dont les chiffres nous ont alarmés. On s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de creuser ce qui se passe en France et de voir si on fait des constats qui sont proches ou similaires de ceux qui ont été observés aux États-Unis. Alors, on a interrogé 5000 personnes, des enfants, des adolescents, évidemment des parents. Les résultats du sondage ont été analysés par un groupe de travail donc, qui a été présidé par Thierry Jadot, donc, qui est président de Dentsu Aegis Network France, MENA et Turquie, et moi-même, donc qui suis vice-président du Conseil national du numérique et évidemment conseiller numérique de l'Institut Montaigne. On a, au travers de cette étude, fait 10 recommandations dont on va parler dans un instant et qui fait l'objet du rapport dont on va vous parler. Et on est dans ce cadre très heureux de pouvoir en débattre et d'accueillir en particulier donc Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Roch-Olivier Mestre, qui est le président du CSA, Florence Chaffiol, qui est avocate associée chez Auguste et Debussy, évidemment Thierry Jadot, que je viens de présenter, et Justine Atlan, qui est directrice générale de l'association e-enfance. Donc, on va évidemment faire un court débat avant de rentrer dans la présentation de ce rapport. Mais je voudrais, en quelques mots, vous présenter le sondage que l'on a fait. Il comprend 4 thèmes: les cyberviolences, la circulation d'images choquantes, le rapport à la vérité
et la protection des données personnelles. Voilà dans les grandes lignes ce que l'on apprend. Alors, première chose, c'est le comportement des enfants. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont globalement une bonne compréhension des risques qu'il y a finalement à naviguer sur Internet. 95% des enfants de 11 à 20 ans affirment que protéger leur vie privée en ligne est un sujet important. C'est supérieur aux chiffres des adultes, c'est intéressant d'ailleurs. 89% d'entre eux considèrent que la circulation du contenu choquant est grave, voilà. Et 74% d'entre eux se sont déjà rendus compte que des informations qu'ils consultaient étaient fausses. Donc c'est des chiffres qui sont quand même plutôt rassurants et encore une fois supérieurs à ceux que l'on observe auprès des adultes. Et 63% des 11-20 ans déclarent connaître les moyens de se protéger sur Internet, de protéger leur vie privée. Et 54% d'entre eux ont déjà utilisé des outils pour limiter leurs traces sur le web. Chiffres qui moi-même m'ont quand même tout à fait impressionné. Alors quand on en vient aux parents, je pense qu'on va voir le slide qui correspond, eh bien c'est très intéressant parce que seuls 40% des parents pensent que leurs enfants ont déjà accédé à des contenus violents, contre 47% pour les enfants et adolescents. 21% des parents considèrent que leurs enfants étaient confrontés à des contenus racistes, versus 31% pour les enfants et adolescents. Et les parents pensent que seuls 28% de leurs enfants ont été confrontés à des contenus pornographiques. C'est 36% pour les jeunes. Donc il y a un décalage qui est peut-être un peu générationnel. On conçoit que les jeunes générations maîtrisent mieux l'Internet d'une façon générale, mais c'est un décalage qui est très significatif et qui explique finalement que on a un problème de transmission, de pédagogie de la part des parents à cet égard. En ce qui concerne finalement les jeunes qui sont touchés par les enjeux de cyberviolence, eh bien 17%, chiffre significatif, ont déjà reçu des images intimes non demandées, non sollicitées. 13% ont été victimes de rumeurs, 9% de menaces et 5% d'images intimes personnelles entre eux ont été mis en ligne sans leur accord. Ces chiffres, évidemment, s'additionnent et ça fait des totaux qui sont significatifs. Et je crois que en matière de cyberharcèlement, on constate que 61% des parents ne savent pas nécessairement à quelle administration s'adresser pour trouver une solution à cet égard. Donc on a réellement un enjeu de synthèse, de faire en sorte que on arrive à trouver des modus operandi qui soient efficaces à cet égard. Et pour compléter ces résultats, on a mené 3 focus group. On a vu que les phénomènes graves de cyberharcèlement touchaient majoritairement les jeunes filles et impliquaient en particulier le partage de photos intimes. Et maintenant, pour discuter de ces résultats, je vous propose de rentrer à proprement parler dans le débat avec nos co-panélistes, donc j'ai présenté tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer, Roch-Olivier Mestre, Florence Chaffiol, Thierry Jadot et Justine Atlan. On va essayer de faire en sorte que cette discussion soit la plus dynamique possible. Et je vais commencer par une question au ministre Jean-Michel Blanquer, que je salue. Et donc, Monsieur le ministre, vous avez vu au travers de la présentation de ces quelques chiffres l'ampleur des cyberviolences qui touchent les jeunes, donc rumeurs, insultes, intimidation, harcèlement de meute, ce qu'on appelle en anglais le revenge porn, avec une prévalence chez les jeunes filles. Qu'est-ce que, selon vous, l'école pourrait faire finalement pour aider à traiter ces phénomènes inquiétants? Bon, d'abord, merci beaucoup à tous pour l'invitation et bravo d'avoir fait ce travail qui est évidemment extrêmement important sur un sujet que je n'ai jamais considéré comme marginal. C'est un sujet extrêmement important. C'est
sujet du harcèlement qui maintenant s'est doublé du sujet du cyberharcèlement. Je pense qu'on doit raisonner par cercle concentrique quand on réfléchit sur cela, c'est-à-dire on ne doit pas détacher le problème du cyberharcèlement du problème plus général du harcèlement et le problème du harcèlement du problème plus général du respect d'autrui. Donc sans faire un long discours, je pense que tout dépend déjà des valeurs qui passent à l'école. Donc c'est pour ça que au fameux triptyque lire, écrire, compter, j'ai voulu ajouter respecter autrui, qui est un peu le mantra, si je puis dire, de l'école primaire. Et dans la période actuelle, c'est important de le souligner. Ensuite, évidemment, il faut faire quelque chose contre le harcèlement. C'est un des sujets qui passe le plus et par la connaissance de ce qui se passe pour de vrai sur le terrain, et on le voit bien qu'évidemment l'étude réalisée ici va contribuer à cette connaissance qui devient de plus en plus fine et qui correspond aussi à une conscience de plus en plus mondiale du problème du cyberharcèlement. Et puis, on a besoin de sensibilisation, autrement dit de communication vis-à-vis des élèves. Donc non seulement la transmission des valeurs, mais une forme de sensibilisation. Ça nous renvoie déjà à tout ce que nous faisons en matière de numérique, et notamment la dimension éthique du numérique, pas seulement technique. Là aussi, c'est un sujet qui a connu des grands progrès dernièrement avec la généralisation de l'enseignement de l'informatique, la programmation en particulier, mais aussi des enseignements d'informatique qui incluent les enjeux déontologiques. Plus généralement, au travers de l'éducation, de l'enseignement de l'éducation civique, nous avons là aussi des sensibilisations qui ont lieu. Tout ceci est nécessaire, mais pas suffisant. On voit bien qu'il faut un travail de terrain qui prolonge ce qui peut être fait en matière de sensibilisation. Donc il y a non seulement les campagnes de sensibilisation, et vous l'avez sans doute tous vu, on en a lancé des qui sont de plus en plus fortes. On l'a fait avec Brigitte Macron pour qu'il y ait une dimension là aussi emblématique qui s'ajoute, et donc au moins une fois par an, et en fait 2 fois par an, avec elle, nous allons dans un établissement pour lancer ce type de campagne et créer cette sensibilisation, faire la promotion des numéros de lutte contre le cyberharcèlement, grâce au partenariat qu'on a renforcé avec des associations comme YEcoute et d'autres. Et puis, nous avons ce travail donc avec les associations qui est très important. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont toutes importantes, partenaires du ministère, dans lequel nous avons une cellule aussi de lutte contre le cyberharcèlement. Tout ceci passe aussi par un partenariat avec les grandes plateformes. Il faut bien dire qu'il n'y a pas de cyberharcèlement s'il n'y a pas de tolérance pour le cyberharcèlement. Or, les plateformes ont fait quelques progrès, notamment sous l'impulsion de l'Éducation nationale ces dernières années. Elles peuvent faire beaucoup plus, et je pense que ça fait partie des grandes pistes d'essayer de trouver une réactivité majeure. Et puis, toutes les plateformes ne sont pas aussi actives. Je pense par exemple que Twitter est moins actif que d'autres et qu'on a de gros efforts à faire sur cela. Nous avons développé l'année dernière un nouveau plan qui fait suite à tout ce qui a été entamé depuis le début de la décennie 2010, en partie inspiré d'ailleurs de comparaisons internationales et notamment du fameux plan Kiva qui a eu du succès dans les pays scandinaves. Et donc ça tient en 10 mesures, je ne vais pas les rappeler toutes, on peut les trouver sur notre site. Donc, elles commencent vraiment à avoir un impact. Elle passe notamment par nos ambassadeurs de lutte contre le harcèlement, parce qu'il n'y aura pas de réussite en la matière s'il n'y a pas d'implication des élèves, et s'il n'y a pas des élèves qui sont un peu des locomotives du sujet. De ce point de vue-là, on touche à la fois un sujet psychologique et un sujet pratique. Le sujet psychologique, c'est que on doit faire passer la honte du côté où elle doit être. Autrement dit, la honte est du côté du harceleur et pas du côté du harcelé. C'est d'ailleurs le sens de certaines campagnes que l'on a déjà menées, et ça doit passer par le fait qu'on a des élèves qui prennent en charge cela. C'est vraiment cette notion d'ambassadeur, cette notion de délégué, elle est fondamentale, et de façon générale, les délégués de classe doivent être sensibilisés à cela. Et je le relie à d'autres éléments de responsabilisation des élèves que nous faisons, comme par exemple les éco-délégués ou d'autres choses de ce type. Puis enfin, parce que je ne veux pas être trop long, il y a non seulement ces ambassadeurs, mais il y a toute une série d'outils que nous transmettons aux élèves, les formations que nous faisons aux professeurs. Dans la loi pour l'école de la confiance, nous avons d'abord consacré dans la loi le fait que l'élève avait droit à une scolarité sans harcèlement. Je pense que c'est un point d'appui majeur. Je ne suis pas pour une judiciarisation de la vie de l'éducation, loin s'en faut, mais par contre avoir un point d'appui juridique pour ce que nous avons à faire en la matière, c'est important, et désormais c'est consacré. Et dans cette lutte donc, contre le cyberharcèlement, on doit s'appuyer sur ce qui a été écrit à ce moment-là, ce qui est désormais donc dans la loi, pour aller de l'avant, pour prendre de nouvelles initiatives. Et c'est pourquoi cette étude est importante, et c'est pour ça que j'ai tenu à être
présent avec vous aujourd'hui, d'autant plus que dans la période de confinement que nous vivons, et même dans la période de déconfinement que nous allons vivre, malheureusement, le cyberharcèlement a pris une certaine importance parce que, comme il y a beaucoup d'enseignements à distance, il y a évidemment eu encore plus de fréquentation d'Internet et des réseaux sociaux et plus de cyberharcèlement. On va donc continuer à être très actifs en la matière. Je pense qu'il n'y a aucune fatalité et c'est donc bien pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors maintenant, je vais me tourner en complément de cette présentation des points d'action que vous avez déjà aujourd'hui vers Thierry Jadot, donc qui est président de Dentsu Aegis Network et coprésident de ce groupe de travail. Et Thierry, donc, je vais te demander ce que préconise notre rapport pour répondre à cette question des cyberviolences. Merci, bonjour. Ce que je voulais évoquer d'abord, c'est qu'on a, et ce que tu as souligné aussi, c'est qu'il y a une sous-évaluation du phénomène par les parents. C'est le premier constat que l'on a fait, qui est sans doute lié à la méconnaissance des pratiques numériques de leurs enfants. Parce que, d'une certaine façon, les parents sont comme les enfants dans une période d'apprentissage des usages numériques. Et donc, on n'est pas, comme pour certaines autres matières, dans un phénomène de transmission intergénérationnelle du savoir, puisque tout le monde est en train d'apprendre, et on voit bien qu'il y a des pratiques numériques qui divergent de plus en plus entre les adultes et les enfants, notamment parce que les enfants veulent se protéger du contrôle des adultes. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une forme de naïveté des adolescents, non pas par rapport à l'usage, parce qu'ils ont une maîtrise très bonne de l'usage, mais par rapport aux outils et par rapport à la dimension de protection de leurs données personnelles. On dit souvent les digital natives pourraient être considérés aussi comme des digital naïves. Et puis enfin, le troisième constat, c'est tout ce qui a trait à la défiance, une forme de défiance à l'égard de l'administration, une défiance à l'égard des plateformes, et c'est tout ça qu'on a voulu appréhender avec un objectif qui est clairement celui comment est-ce qu'on protège les jeunes internautes et leur permettre un apprentissage progressif des codes, des règles de fonctionnement pour qu'ils vivent d'une certaine façon leur expérience numérique de la façon la plus sereine et sans risque. Donc on s'est attaché à apporter des réponses dans trois dimensions, la dimension de la prévention, la dimension de l'accompagnement lorsqu'il y a un problème et la dimension de la responsabilisation des acteurs. En ce qui concerne la prévention, il est clair que la première des protections, c'est la formation. Le ministre en a parlé, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Nous, on insiste sur deux dimensions. La première, c'est qu'il faut renforcer, pour les raisons de naïveté que j'ai évoquées, l'enseignement informatique et ce, en amont du lycée. Il faut absolument développer ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, la spécificité numérique et sciences informatiques, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 8% des élèves de première et de terminale qui souscrivent à cette spécificité et que dans les 8%, c'est 15% de garçons et seulement 2% de filles. Donc, alors qu'elles sont les plus soumises aux problématiques du harcèlement. Et il faut aussi, dans cette dimension de prévention, former, et on le propose dès le CM1, avec sans aucun doute le soutien du CSA, pour développer l'esprit critique, former aux médias. La deuxième dimension, ça concerne l'accompagnement. On est sur une problématique de rapidité dans l'action, parce que les réseaux sociaux exercent par la viralité un effet amplificateur sur les accidents, sur les incidents, sur les drames qui peuvent se produire, et que dans le passé, évidemment, les incidents, ils restaient circonscrits, je dirais, à la cour de récréation. Donc il y a et le ministre d'ailleurs l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a un prolongement de la violence vers de la cyberviolence et un prolongement de la cyberviolence vers la violence elle-même. Beaucoup de dispositifs existent. Le 30-20 qui concerne le harcèlement scolaire, le 119 sur l'enfance en danger, des numéros verts comme Net Écoute. Il y a même une plateforme de Pharos du ministère de l'Intérieur. Il y a les brigades numériques de la gendarmerie. Donc il y a beaucoup de dispositifs. Parfois ces dispositifs ne sont pas connectés entre eux. Ils ont chacun une spécificité et d'une certaine façon les parents sont perdus puisqu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc nous recommandons la mise en place d'un guichet unique qui précise les compétences de chacun et qui mobilise l'ensemble des acteurs
existants, qui s'appuient aussi sur l'expérience utilisateur, parce qu'il faut bien utiliser les codes de communication de la jeunesse pour que ce soit efficace, et de faire de cette cause une grande cause nationale, un peu comme on l'a fait avec les violences faites aux femmes, avec un numéro qui était le 3919 et qui a donné, semble-t-il, de bons résultats. Et la troisième dimension concerne la responsabilisation que j'évoquais. C'est bien sûr la responsabilisation des jeunes, la responsabilité des jeunes, et c'est vrai que de faire rentrer d'une certaine façon le droit de l'élève dans le code de l'éducation nationale, c'est introduire une dimension juridique, et on y est tout à fait favorable. Ce qui est difficile, c'est que souvent la victime a le même profil que l'auteur du cyberharcèlement, donc c'est challengeant. Il est clair qu'il faut aussi, dans le droit, et quels que soient les textes, faire rentrer l'autonomie du cyberharcèlement dans notre droit et dans tous les textes qui existent. Et enfin, dernière dimension de cette responsabilisation, bien entendu, les plateformes. Nous ne faisons pas le procès des plateformes parce qu'elles font énormément de choses. Bien entendu, il y a des initiatives, y compris avec le CSA, mais il est important que les plateformes qui essentiellement modèrent puissent finalement établir, je dirais, un corpus de protection afin qu'on ne soit pas dans la réaction, mais qu'on soit dans la protection a priori. Il faut s'en donner les moyens, il faut qu'on puisse disposer, que les pouvoirs publics puissent disposer d'agences indépendantes qui auditent les plateformes et qu'on fasse comme on le fait dans le système financier, c'est-à-dire des stress tests afin de dire voilà une situation, comment vous les plateformes, vous réagiriez dans telle situation. Donc on est favorable à ces audits de plateformes et à ces stress tests. Merci beaucoup Thierry, très clair il me semble. Je vais me tourner virtuellement donc vers Justine Atlan et je vais lui demander finalement dans ce contexte évidemment de confinement de tout le monde, on observe une augmentation des violences domestiques. Est-ce que on peut dire également qu'on observe une augmentation des faits de harcèlement digitaux? Est-ce que ça paraît crédible? Oui, bonjour d'abord. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Oui, effectivement, de là où je parle, donc je vais quand même vous expliquer de là où je parle. Donc je dirige l'association e-Enfance qui est pionnière sur la protection sur Internet depuis 15 ans, puisqu'on existe depuis 2005. Et qu'on fait effectivement des actions de prévention, notamment avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale depuis de nombreuses années. Mais nous opérons également le numéro Net Écoute, et je pense que c'est à ce titre-là que vous m'interrogez, puisqu'effectivement, nous avons réussi, malgré le confinement, à poursuivre l'activité à 100% de notre plateforme numéro vert d'écoute sur la protection de l'enfance sur Internet, qui existe depuis 10 ans maintenant. Et sur laquelle, effectivement, on a reçu depuis le début du confinement une hausse très forte des sollicitations, ce qui nous a effectivement étonnés, puisque il y a un certain nombre de partis pris qui considèrent que les violences en ligne sont essentiellement liées au harcèlement qui aurait lieu entre élèves et ne serait qu'un déplacement finalement de ces activités-là. Or, nous avons constaté avec la hausse du confinement que malgré effectivement l'absence de cohabitation, je dirais, des élèves, la hausse de fréquentation Net Écoute a été très forte, puisqu'on a atteint quasiment la 30% au moment où je vous parle de hausse de fréquentation, que les cas de harcèlement scolaire traditionnel ont complètement chuté, sachant qu'on peut y voir un indicateur, puisque parallèlement à notre poursuite d'activité, le numéro 3020 était fermé, lui, pendant le confinement. Donc on peut vraiment témoigner du fait que ça a largement chuté. Et la hausse qu'on a vue de sollicitations a été essentiellement due à des cyberviolences. Donc c'est pas la même chose que le cyberharcèlement, à des cyberviolences de toute nature, qui sont plus liées au fait qu'aujourd'hui les adolescents, ils ont une vie aussi en dehors de l'école, hein, et l'adolescence elle est liée à plein effectivement d'exploration, de tentatives de rencontres, d'expérimentation de ce qu'on est, et tout ça c'est fait sur le numérique, effectivement, dans un espace qui était le seul qui nous était tous offert, hein, mais qui est aussi celui qu'ils connaissent déjà très bien, mais sur lequel ils ont encore plus de latitude à la fois en temps, mais aussi pour aller trouver ce qu'ils peut-être parfois ils trouvent ailleurs. Et dans ce cadre-là, ils ont été effectivement confrontés à des malveillances
à des mauvaises intentions, à des escroqueries. Donc vous avez certainement vu dans les médias un certain nombre de problématiques qui ont émergé, comme ce qu'on a appelé les comptes fichards, où c'est effectivement massivement plutôt des jeunes filles lycéennes de 15-16 ans qui ont été victimes soit de sextorsion, soit de revenge porn. Mais j'attire votre attention sur le fait que certes, les jeunes filles sont davantage victimes majoritairement en temps normal de cyberviolence, de la même façon finalement que dans d'autres sphères de la société, mais que sur la hausse des cas qu'on a pu avoir sur NetÉcoute pendant cette période de confinement, on a eu beaucoup de problématiques de chantage à la webcam. Quasiment la moitié des problèmes qu'on a reçus en termes de hausse sont liés à ces problèmes-là, c'est-à-dire de la sextorsion via des rencontres sur Internet, et que la moyenne d'âge, le profil type des garçons qui sont victimes de ça, d'abord c'est 100% de garçons, hein, donc ce sont les jeunes garçons, et ils ont plutôt un profil type 14 ans. Donc voilà, donc pour vous donner un indicateur à peu près de ce qu'on a pu constater, qui sont à la fois des phénomènes que nous sur NetÉcoute en tant que tel on connaît assez bien parce que les comptes fichards en fait on les a identifiés depuis de nombreuses années et fort de notre expérience et notre expertise on les a même vus un peu émerger il y a quelques mois. Et pour le chantage à la webcam, c'est aussi un phénomène qui est largement finalement connu, en tout cas des professionnels de cybermalveillance, et qui nous a permis d'être très réactifs. Alors comment on est réactif sur NetÉcoute quand on est face à ces problèmes-là qu'on a vécu dans le confinement, enfin qui demeurent d'ailleurs, c'est en mettant en place effectivement toutes les coopérations qu'on a depuis de nombreuses années, à la fois en termes de convention avec la police nationale, Pharos ou la gendarmerie, avec le 119 Enfance en danger, le cas échéant, avec qui nous avons un transfert direct d'appel, mais aussi grâce à toute la coopération que nous avons avec les plateformes depuis aussi de nombreuses années et qui viennent à nous chaque nouvelle plateforme maintenant. En tant que tiers de confiance, on a des procédures de signalement prioritaires extrêmement rapides. Donc, concernant les comptes fichards, on a pu en signaler plus de 600 qui ont été supprimés dans l'heure par Snapchat, qui était le principal concerné sur ces problématiques-là. En ce qui concerne le chantage à la webcam, c'est beaucoup de rencontres qui se font sur Instagram, mais le chantage en lui-même se fait beaucoup sur une plateforme de Google qui est Meet Hangout de Gmail. Et dans le cadre de coopération qu'on a avec eux, ils ont également été extrêmement rapides, puisque pareil, dans l'heure, on pouvait supprimer un certain nombre de comptes. Donc ça, c'est la façon qu'on a eu effectivement de pouvoir accéder aux demandes. On a également constaté pendant cette période de confinement que les parents étaient moins sollicitants. Ils ont sans doute plus surveillé leurs enfants, qu'ils ont pu largement plus encadrer. En revanche, avec les adolescents, ont été plus isolés, ce qui est leur nature, parce qu'ils ont tendance à se retrancher. Et puis, comme vous le voyez, ce sont beaucoup des cybermalveillances à caractère sexuel sur lesquelles il est plus compliqué de s'adresser à ses parents. Et nous avons été beaucoup plus fortement sollicités que d'habitude, puisque les adolescents nous ont sollicité. On a quasiment 80% de sollicitations qui viennent des adolescents, alors que d'habitude, on est à moitié-moitié, je dirais, avec les parents. Et ce qui permet aussi notre réactivité par rapport à cette sollicitation d'adolescents. Je pense qu'on a aussi été beaucoup sollicité parce qu'on a depuis de nombreuses années sur NetÉcoute la possibilité d'être joint non pas que par téléphone mais par chat. On a été très précurseurs là-dessus et innovants. On a également un moyen de contact sur des messageries privées comme Messenger, donc ça a certainement beaucoup facilité aussi la prise de contact avec nous, qui nous a permis d'être réactifs, comme on sait l'être à chaque fois sur ce type de problème, et en termes d'expérience utilisateur, d'être effectivement très proche des besoins des jeunes. Voilà. Donc, on continue très fortement notre coopération avec les acteurs publics habituels qu'on a, à la fois les différents ministères, dont l'éducation nationale, mais aussi l'intérieur, l'économie numérique, la protection de l'enfance et la justice. On continue avec des partenaires privés qui ont pris conscience, je crois, avec le confinement de ces dangers du numérique pour les jeunes et qui viennent nous solliciter tous les jours pour nous offrir une coopération et effectivement nous aider en termes de notoriété, parce qu'on est tout à fait conscient du fait qu'il y a des efforts à faire sur ce côté-là, et c'est vrai que ce renfort de partenaires privés récemment est très engageant pour des coopérations futures. Et puis je terminerai en disant qu'effectivement, parmi les acteurs publics, le CSA, avec qui nous avons été récemment en contact, et notamment avec son président, voilà, nous sommes en train effectivement de voir comment on pourrait aider le CSA, qui va rester un superviseur malgré tout des plateformes et qui n'a pas vocation à rentrer dans du cas par cas. Comment nous, en termes de vigie, je dirais, de la protection de l'enfance sur Internet, à notre place de plateforme nationale sur ce sujet, on peut aider le CSA à le faire remonter des manquements effectivement des plateformes de façon systémique, pour lui permettre d'intervenir dans sa supervision des obligations de moyens
des plateformes et continuer, nous, à gérer effectivement le cas par cas et de façon à nouveau collaborative. Voilà, merci beaucoup et je reste disponible pour plus de questions sur le confinement. Merci. Super. Je vais me retourner vers vous, Monsieur le Ministre. Donc, on comprend très clairement la question du harcèlement. Je ne parle pas du harcèlement, mais du harcèlement est déjà une préoccupation de l'éducation nationale depuis, me semble-t-il, au moins une dizaine d'années. Le phénomène est très persistant. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, y compris en particulier les acteurs du périscolaire, au sein de chaque établissement et les sensibiliser sur l'importance de ces sujets? Alors, premier point que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'on doit vraiment, sur ce genre de sujet, considérer qu'il n'y a pas de fatalité, puisqu'on voit bien qu'on arrive à faire des progrès dès qu'on commence à avoir des actions volontaristes. Puis on voit aussi qu'il y a des pays qui réussissent bien, d'autres qui réussissent moins bien, que donc ça dépend de ce que l'on fait. Donc on doit vraiment prendre le taureau par les cornes, et c'est ce que nous essayons de faire. C'est pour ça que je suis très, très ouvert aux idées nouvelles et aux propositions pour aller plus loin. Et j'en profite vraiment pour saluer ce que fait e-Enfance, puisque c'est un partenaire essentiel. Et comme je commençais à le dire aussi tout à l'heure, on fait vraiment de belles choses grâce à e-Enfance. Mais la deuxième chose, c'est de mettre ça dans l'ADN de l'éducation nationale. Ça aussi, je commençais à le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors qu'on cloisonne les sujets, on n'est jamais efficace. Ce sujet-là doit être relié aux autres sujets qui sont la transmission des valeurs, le respect d'autrui, etc. Mais aussi à la culture informatique que nous développons dans notre système scolaire, qui s'accompagne forcément de déontologie. Pour être aussi dans l'ADN du système, il faut que ce soit dans la formation des professeurs. Donc on systématise maintenant la formation à la lutte contre le harcèlement, et donc le cyberharcèlement, dans la formation initiale des professeurs, en plus de modules de formation continue qui vont en s'accélérant. D'ailleurs, il se trouve que là, il va y avoir les pré-rentrées dans la période très particulière que nous vivons, et c'est une occasion de faire passer des modules de formation à distance aux professeurs qui vont se retrouver dans des périodes de pré-rentrée, parfois d'ailleurs un petit peu sur plusieurs jours, enfin un peu longues. Et comme le cyberharcèlement, comme on vient de l'entendre, s'est densifié ces derniers temps, c'est l'occasion de le faire. Donc la meilleure des réponses, c'est de mettre ça à l'intérieur du système. Et la deuxième des réponses, c'est le fait d'impliquer les élèves dans la lutte contre le cyberharcèlement, de faire vraiment d'en faire des acteurs de cela, et notamment lutter contre l'isolement des victimes, qui soit n'ont pas ont peur de se plaindre ou de faire la démarche, soit se sentent seuls tout simplement dans l'école ou l'établissement à chaque fois qu'ils sont harcelés. Donc tout ce qui permet d'aller dans ce sens est bon. Nous avons entamé vraiment des choses fortes, encore une fois, avec les relais dans chaque établissement. Mais peut-être faudra-t-il faire encore d'autres choses en regardant les meilleures pratiques internationales, et c'est encore une fois ce à quoi je suis très ouvert. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers le président du CSA, donc Roch-Olivier Mestre. Vous avez historiquement un rôle évidemment pour la protection des jeunes face aux médias, et ce rôle, on le sait, est en train de s'élargir largement au numérique et en particulier aux plateformes. On conçoit que les enjeux sont probablement assez différents de ceux qui concernent la radio et la télévision. Comment le CSA finalement fait évoluer ses méthodes de travail pour exercer ce rôle nouveau auprès de ces plateformes? Merci beaucoup Gilles, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre, et bravo pour ce rapport très, très éclairant, notamment avec cette enquête qui donne un éclairage très riche sur ces problématiques. Alors c'est vrai que depuis la loi de 86, qui est la loi que nous mettons en œuvre, la loi sur la liberté de communication, la protection de l'enfance et de l'adolescence fait partie des grands principes de la régulation, et elle est en quelque sorte au cœur de nos missions, et nous sommes organisés en conséquence avec un conseiller, Carole Bien-Aimé-Besse, dans le collège actuel, qui suit ces questions, un comité d'experts que Justine Atlan connaît bien, donc le comité d'experts jeune public, placé auprès du collège qui nous aide, et puis une administration qui suit ces questions. Et donc on déploie déjà depuis de nombreuses années des actions qui sont bien connues du grand public, notamment une signalétique jeunesse,
qui a été mise en place à partir de 2005. Des campagnes de communication qu'on fait tous les ans pour sensibiliser sur le thème de utiliser les écrans, ça s'apprend, et puis des actions d'éducation aux médias pour laquelle nous devons prochainement signer avec le ministre de l'Éducation une nouvelle convention pour donner un nouvel élan à cette approche. Mais c'est vrai que ce régulateur, en réalité, par petites touches, il est en train de muter sous l'effet, pour lui comme pour les autres, de la transition numérique. Et par petites touches, par textes successifs, je pense à la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information de décembre 2018, à la loi projet de loi porté par Laetitia Avia sur les contenus haineux sur Internet qui va être voté définitivement ce mois-ci par le Parlement, avec la directive services médias audiovisuels aussi, qui a été adoptée par l'Union européenne à la fin de l'année 2018 et qui sera transposée, le président de la République l'a annoncé tout à l'heure, avant la fin de cette année. Notre champ de compétences s'étend effectivement vers la sphère numérique. Et c'est une approche en réalité nouvelle, c'est une nouvelle forme de régulation qu'il faut inventer face à ces acteurs, qui sont des acteurs de dimension mondiale, qui brassent un nombre d'informations absolument considérable et avec lesquels on ne peut pas avoir le même rapport qu'avec un nombre fini de médias traditionnels, avec lesquels les liens conventionnels que nous avons ou les obligations législatives qui s'appliquent à eux nous permettent d'exercer facilement cette fonction de gendarme qui nous est prêtée. En réalité, c'est une approche différente qui est à l'œuvre. C'est une approche où le législateur fixe une obligation de résultat aux acteurs, responsabilise ces acteurs, leur fait obligation de coopérer avec un régulateur et leur impose surtout des obligations de moyens. Donc c'est une approche de responsabilisation et où le régulateur se voit placé, je dirais, en position de superviseur pour s'assurer que ces acteurs mettent bien en place les moyens que le législateur leur impose. C'est donc une régulation par la responsabilité, je dirais, par la responsabilité des acteurs, une régulation intelligente, hein, ce que les anglo-saxons appellent, Gilles, vous connaissez ça très très bien, la smart régulation. Et c'est donc à ça qu'on s'attache, avec un dialogue qui est maintenant très nourri avec toutes ces plateformes. On apprend à se connaître. Je trouve les relations, en règle générale, confiantes, collaboratives, positives. Jean-Michel Blanquer l'a dit tout à l'heure. En même temps, on ne peut pas être non plus dans le storytelling, on ne peut pas être simplement à écouter ce qu'ils nous disent. Il faut aussi avoir des ressources et des moyens nouveaux pour établir un dialogue efficace, hein, et pouvoir contrôler réellement ce que font ces plateformes. Et donc, ça nécessite une montée en compétences au sein du CSA pour bien savoir analyser les algorithmes, pouvoir faire des analyses de données de masse. C'est donc un peu une nouvelle régulation qu'on est en train d'inventer. Et je voudrais dire là-dessus que je suis très frappé depuis presque 1 an et demi maintenant que j'exerce cette fonction, combien les opinions publiques mondiales ont évolué sur ces sujets. Les préoccupations qu'on évoque cet après-midi ensemble, c'est des préoccupations qui s'expriment absolument partout. Et l'heure de la liberté absolue sur Internet, même s'il ne s'agit pas de la brider, cette liberté, Internet est un véhicule formidable. L'heure de la liberté totale, je crois, est passée dans les opinions publiques. Et quand je vois à travers le réseau des régulateurs européens comment ça se passe chez tous nos voisins, avec tous mes collègues, ces thématiques sont des thématiques centrales. La protection de l'enfance et de l'adolescence, qui est une banalité pour les médias traditionnels, et aujourd'hui suscite une aspiration générale des opinions publiques. Et donc l'enjeu pour la régulation, je pense, un enjeu européen. On a une circonstance qui se présente devant nous avec l'élaboration du DSA, ce Digital Services Act sur lequel la Commission actuelle travaille et a pris des engagements. Je crois que c'est l'occasion de faire monter au niveau européen la norme, pour que cette norme soit homogène sur l'ensemble du continent, pour qu'on ait une approche globale vis-à-vis de ces plateformes au niveau européen, qu'on ait au niveau du groupe des régulateurs européens un renforcement de notre posture. Je ne pense pas qu'on puisse concevoir aujourd'hui un régulateur européen, mais en tout cas, il faut que ce groupe des régulateurs européens ait une approche homogène à l'égard de cette norme européenne, et puis qu'ensuite les régulateurs nationaux puissent les décliner et l'appliquer. Donc vous voyez, c'est une régulation pour nous
le CSA va changer de nom, mais derrière ce changement de nom, puisqu'il va devenir, si la loi audiovisuelle est votée, ce que j'espère, l'ARCOM, l'autorité de la communication audiovisuelle et numérique, c'est une vraie mutation qui est à l'œuvre pour être plus efficace sur les sujets qui nous rassemblent cet après-midi. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Alors, l'une des recommandations du rapport, c'est en particulier inspiré de la mission de l'Outre-Rhin, mais pas que. Je pense que la loi Avia qui revient dans le débat reprend également cette idée, c'est finalement d'avoir une sorte d'auditabilité qui soit faite par des partenaires potentiellement extérieurs. On s'est aussi inspiré de ce qui se passe dans le domaine financier, où vous avez des auditeurs qui sont externes aux entreprises, mais néanmoins efficaces. C'est une recommandation forte que l'on fait à cet égard. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, c'est une question que je voudrais également vous poser, donc à vous, Roch-Olivier Mestre, mais également à Florence Chaffiol en sa qualité d'avocate. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être appliqué au monde des plateformes sur les réseaux sociaux, où il y a évidemment un jeu de complexité des algorithmes en particulier, d'opacité de ces algorithmes qui est importante, et de difficulté de mesurer quantitativement le degré de la réponse qui est effectivement portée par les plateformes. Alors, je réponds peut-être en premier, pardon. Moi, je crois beaucoup à ces nouveaux outils. Je trouve d'ailleurs de ce point de vue-là que les outils de la compliance, comme on dit, qui sont très bien connus dans le monde bancaire et financier et qui fonctionnent avec efficacité, c'est, je trouve, une piste particulièrement intéressante. Elle avait été mise en lumière par le rapport que la professeure Frison-Roche a remis au secrétaire d'État au numérique au mois de juillet de l'année dernière. Et ces idées d'audit, de stress test que préconise l'Institut Montaigne me semblent, de ce point de vue-là, très pertinent, très intéressant et tout à fait opérationnel. Dans la même logique, je pense là à ce que nous faisons, nous, en ce moment, sur la mise en œuvre de la loi anti-infox de 2018. Cette loi nous confie, entre autres missions, l'élaboration d'un rapport annuel sur la manière dont les plateformes s'acquittent des obligations de moyens qui leur sont imposées. C'est un rapport qui repose sur des déclarations des plateformes, mais c'est des déclarations, bien évidemment, qu'on vérifie, qu'on supervise. On leur a envoyé au début de cette année un questionnaire très lourd sur lequel ils viennent de répondre. On vient de rentrer dans un cycle d'audition avec eux. On s'est doté, là aussi, d'un groupe d'experts multicompétents, de gens qui connaissent bien les algorithmes, des juristes, des journalistes, des profils un peu différents. Et on espère publier donc d'ici l'été notre premier rapport à destination du Parlement, dans une approche, pardon pour le ministre de l'Éducation nationale, name and shame. Donc on va désigner et relever ce que sont les bonnes pratiques, mais on va aussi dire ce qui ne va pas, et on ne s'empêchera pas de proposer, le cas échéant, au Parlement, des adaptations de la réglementation. C'est la même approche qu'on développe avec le groupe des régulateurs européens auprès de la Commission sur l'application du Code de bonne conduite. Vous verrez qu'on a communiqué aujourd'hui même sur ce sujet au titre de l'ERGA, parce qu'on voit que les engagements que les plateformes ont pu prendre vis-à-vis de la Commission au regard de ce Code de bonne conduite sont encore très imparfaitement appliqués, et donc l'ERGA fait toute une série de recommandations en direction de la Commission pour que ce code puisse être mieux pratiqué. Donc j'insiste là encore sur cette dimension européenne. Et puis, troisième illustration que je voulais donner, Justine Atlan connaît ça très bien, bon, en matière de protection des mineurs sur Internet, il y a des initiatives qui sont en cours. Nous avons signé le protocole d'engagement des acteurs du numérique qui a été mis en place par le gouvernement à la fin de l'année dernière, après les déclarations du président lors du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfance. Et donc avec l'ARCEP, on est en train de travailler avec les opérateurs pour avoir d'une part un indicateur homogène qui permette de mesurer l'utilisation des systèmes de contrôle parental. On voit bien que ces systèmes sont utilisés de façon très inégale, de façon très insuffisante.
Et puis aussi essayer de concevoir un outil d'information des parents qui pourrait prendre la forme d'un portail Internet, donc une application du type contrôleparental.fr. Et donc là, nous sommes en dialogue avec tous les acteurs pour essayer d'aboutir prochainement. Donc oui, moi je crois beaucoup à ces nouveaux outils. Merci, merci. Alors, maître, je vais vous donner la parole, mais on me susurre dans l'oreillette que le ministre doit nous quitter. Et donc, avant de vous donner la parole, je vais lui demander, Monsieur le ministre, si vous avez encore une observation à faire avant de nous quitter sur ces travaux ou sur les directions que vous souhaitez prendre. Bon, d'abord, excusez-moi si je dois partir un peu avant la fin, mais la période malheureusement m'y oblige. Non, je voudrais vraiment simplement redire mon ouverture aux idées nouvelles et aux propositions nouvelles, et encore une fois saluer l'importance de ce rapport, mais l'importance aussi de ce qui se dit, de ce qu'on vient d'entendre, par exemple, de la part de Roch Olivier Mestre, ou de ce que vous allez dire, maître, dans un instant, parce que, encore une fois, c'est un sujet qui a besoin d'aller plus vite que son objet, puisqu'on a du retard par rapport à l'objet jusqu'à présent. Donc, il faut vraiment être avant-gardiste, il faut être innovant. Il faut aussi pas avoir peur de considérer que le bien public concerne aussi le cyberespace. Et je retiens beaucoup ce qu'a dit Roch Olivier Mestre, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique, lorsqu'il dit que l'ère de la liberté absolue est derrière nous sur Internet. Alors exprimé comme ça peut faire un peu peur, parce qu'on aime tous beaucoup la liberté, moi le premier, mais il y a évidemment des usages sur Internet qui d'ailleurs ne méritent même pas le nom de liberté, et qui sont des choses complètement nouvelles dans la civilisation. Enfin, d'un point de vue anthropologique, ce qui se passe est même totalement inédit dans la civilisation humaine, avec des risques, par exemple, au moment où nos adolescents forment leur cerveau, au moment où ils deviennent des adultes, de dommages qui sont parfois irréversibles. Donc on doit être extrêmement attentif là-dessus et avoir une réflexion sur l'école et sur la cité dans le cyberespace. Ça va de pair d'ailleurs avec nos réflexions sur l'enseignement en ligne, qui soient des réflexions où on pense la République dans le cyberespace. Il n'y a pas d'un côté l'idéal républicain qui concerne le monde physique et qui serait un peu du monde d'avant, et puis le cyberespace qui serait en dehors de tout idéal républicain et qui serait une sorte d'anarchie où règne la loi du plus fort et du plus méchant. Je pense que c'est presque tout le contraire. On doit avoir un cyberespace très libre, mais qui correspond à des règles et qui doit viser le bien commun, favorisant aussi les questions collectives. De ce point de vue-là, moi j'ai un problème avec l'anonymat sur Internet, et avec l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une forme d'aberration. Je sais qu'il y a évidemment des débats sur ces sujets, mais la situation où n'importe qui peut dire n'importe quoi derrière son ordinateur en créant des dommages à autrui est évidemment en réalité contraire à tous les principes de notre droit depuis qu'il y a un droit moderne. Donc ceci invite à la réflexion, à des idées nouvelles, à des projets nouveaux. Et je le dis pour tous aussi, on ne doit jamais se figurer l'éducation nationale comme un sanctuaire fermé, un peu impénétrable, où il est difficile de développer des idées nouvelles, parce que ce n'est pas le cas. Et quand je parle d'idées nouvelles, c'est des idées qui peuvent être à l'échelle du système éducation nationale. Et de ce point de vue-là, c'est une chance d'avoir un système national qui permet parfois de faire passer des choses assez rapidement. On l'a beaucoup vu d'ailleurs dans les 2 derniers mois avec ce qu'on a pu faire en matière d'enseignement à distance et de mobilisation du système. Mais c'est aussi un système qui permet des innovations locales, des expérimentations. Et en matière de lutte contre le cyberharcèlement, on a quand même des réussites locales dès lors qu'il y a des équipes qui s'impliquent. Et il ne faut pas non plus hésiter à avoir cette approche localement. Et je le redis pour terminer, en mai-juin, on est vraiment dans une période très particulière, où avec souvent des activités périscolaires qui vont être organisées pour les élèves. On a mis sous l'appellation sport, santé, culture, civisme. Et derrière chacun de ces mots, et notamment civisme, il y a possibilité de faire de l'éducation aux médias, et comme on le fait au travers du CLEMI fréquemment, mais qui peut être fait de différentes manières, et de l'éducation à la citoyenneté sur Internet. Voilà, je vous souhaite de bonnes suites de travaux, et j'y serai évidemment très attentif. Et il y a Richard Senghor qui travaille auprès de moi, qui reste présent dans le débat, de sorte que
Richard Senghor qui fait partie de mon cabinet et donc qui pourra continuer à écouter et à noter ce que vous avez dit. À bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, pour essayer de rester dans le temps qui nous est imparti, Maître Florence Chaffiol, je vais vous demander à la fois de nous donner votre avis sur cette idée d'auditabilité et de stress test, et puis brièvement, si vous pouvez aussi nous dire dans quelle mesure on peut s'appuyer sur le RGPD pour éventuellement renforcer, est-ce que c'est le bon outil déjà, cette notion de protection des mineurs. Si vous pouvez faire bref, ça serait fantastique. Merci beaucoup. Je vais faire bref. Bonjour à tous. Merci de me faire intervenir sur ce webinaire. En ce qui concerne, je vais répondre rapidement sur les stress tests et les audits. Effectivement, comme le disait Roch-Olivier Mest, moi j'y suis également favorable et on est complètement dans cette mouvance de compliance qu'on voit avec notamment Sapin 2, mais aussi le RGPD, on va y revenir un petit peu, où en fait la compliance c'est l'accountability, c'est le fait de s'auto-responsabiliser. Les plateformes ont déjà fait beaucoup en mettant en place un certain nombre de règles et de dispositifs, et ces audits qu'on pourrait leur imposer de faire ou ces stress tests auraient le mérite de les obliger à encore plus respecter la réglementation. Et quand on parle de réglementation, on a, à mon sens, un problème qui est ce caractère très très flou qu'on a sur la réglementation applicable en matière de protection des mineurs sur Internet. Thierry Jadot le soulignait tout à l'heure, il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de règles qui existent et finalement on ne sait plus tellement où sont ces règles, lesquelles on doit appliquer en priorité, etc. On a, comme vous le disiez, le RGPD. RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur en mai 2018 et qui est venu apporter un certain nombre de règles en matière de protection des données à caractère personnel des mineurs. Mais on ne parle que de leurs données à caractère personnel. Ça va être leur image, leur nom, leur prénom, les posts qu'ils ont mis, mais c'est une petite partie de tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a parlé de cyberviolence, cyberharcèlement, etc. Et la protection des données des mineurs, c'est une petite partie qu'on retrouve dans le RGPD. On n'avait rien dans la loi antérieure, la loi informatique et liberté qui date de 78, on n'avait rien du tout. On avait un petit bout avec la loi Le Maire, la loi pour une république numérique depuis 2016, où on avait la faculté pour les mineurs de demander un effacement de leurs données dès lors qu'elles avaient été postées alors qu'ils étaient mineurs. Et maintenant, dans le RGPD, on a une obligation de consentement avec le parent ou celui qui exerce l'autorité parentale du mineur s'il a moins de 15 ans et une obligation de transparence vis-à-vis des mineurs et de clarté quand on s'adresse à des mineurs. Mais je reviens à ma problématique qui est le flou, c'est-à-dire qu'en matière de consentement qu'on a dans le RGPD, certes, ça a le mérite d'exister, mais tout le monde contourne cette problématique de consentement. Quand on voit l'Institut Montaigne le cite dans son rapport, la plupart des gens mentent sur leur âge quand ils s'inscrivent sur une plateforme ou sur un réseau social. Le mineur va dire qu'il est majeur ou même le parent va faire en sorte d'indiquer un âge de naissance qui n'est pas l'âge réel pour permettre à son jeune ado, de se connecter à un réseau social. Donc, on a ce problème de consentement qui ne fonctionne pas en réalité parce qu'il y a un contournement de la règle qui est très important. Ensuite, on a ce problème de transparence où quand on voit des sites Internet qui sont uniquement adressés à des mineurs, la plateforme va faire un effort pour communiquer de manière claire à un jeune enfant. En revanche, quand il s'agit de plateformes qui sont destinées à de jeunes adultes, des adolescents et des mineurs qui ont entre 13 et 18 ans, on voit que aucun effort n'est fait pour clarifier les propos, pour expliquer aux gens ce que la plateforme va faire avec leurs données à caractère personnel. Alors, je sais, et c'est l'avocate qui vous parle, c'est très dur de faire quelque chose de clair quand il s'agit de raconter les droits et obligations d'une plateforme en matière de protection des données. C'est très souvent incompréhensible et très dur à écrire. Mais pour autant, dans le RGPD, il y a cette obligation de faire des efforts vis-à-vis des mineurs, efforts qui ne sont pas du tout faits, à mon sens, pour le moment, par les plateformes ou assez peu. Et le troisième sujet qu'on a dans le RGPD et que nous, on avait déjà depuis
depuis 2016 dans la loi française, c'est le droit à l'effacement par le mineur de photos ou autres propos qu'il aurait postés à l'époque où il était mineur. Et compte tenu en fait de ces imprécisions, la CNIL, qui est l'autorité de régulation qui va vérifier que les organismes, les plateformes respectent le RGPD, la CNIL a lancé une consultation publique le 21 avril 2020, donc pendant le confinement, là très récemment, afin de justement clarifier les règles qui s'appliquent en matière de traitement des données des mineurs. Et elle pose tout un tas de questions dans le cadre de cette consultation publique qui va se clôturer le 1er juin. Et qui va permettre ensuite, à mon sens, d'avoir des règles beaucoup plus claires et qui permettront à la CNIL de contrôler et, le cas échéant, de sanctionner. Donc, on aura, si on y arrive, des audits et des stress tests, mais qu'il faut, à mon avis, et comme le disait Roch-Olivier Mestre, porter à un niveau européen, sinon ça ne fonctionnera jamais. Et puis, on a le RGPD avec la CNIL qui, en tant qu'autorité de régulation et de contrôle, peut et a la faculté de contrôler les plateformes avec des sanctions qui ne sont pas négligeables parce que c'est des sanctions qui peuvent aller entre 2 et 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Et puis également un préjudice dans l'hypothèse où la plateforme serait sanctionnée, un préjudice réputationnel parce qu'évidemment, il n'est jamais souhaitable ni agréable de se faire épingler par la CNIL. Merci beaucoup, très clair. Pour finir, je vais demander à mon vice-président, à Thierry Jadot, finalement, quelles sont les conclusions de notre rapport sur la protection de la vie privée des jeunes en ligne? En fait, je crois que ça a été un petit peu abordé par les deux précédentes interventions, c'est-à-dire que sur un plan juridique, on se rend compte que finalement, la vulnérabilité du mineur n'est pas suffisamment prise en compte. Ça évolue un petit peu dans les règles de RGPD, mais on voit bien que sur les plateformes, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que si vous avez un contenu illicite que vous êtes autorisé à dénoncer, vous imaginez bien qu'un gamin de 11 ans, il aura beaucoup de mal à rentrer dans la procédure de dénonciation de ce contenu illicite. Donc on a une nécessité d'intégrer le caractère vulnérable du mineur dans la totalité de ce que nous faisons sur ces sujets dans nos relations avec les plateformes. Je pense qu'on a assez bien résumé le fait qu'il nous fallait d'une certaine façon construire une matrice des bonnes pratiques dans laquelle évidemment les plateformes sont intégrées, même si on a cet enjeu de supranationalité de leur réglementation et de leurs règles. Et il est souvent difficile d'opposer du droit national à des règles supranationales. Donc on a cette idée de smart régulation dont parlait Roch-Olivier. On a cette idée du régulateur qui doit avoir de plus en plus effectivement de pouvoir pour gérer cela. Et le droit dur, c'est effectivement la loi Avia qui va donner plus de moyens pour contraindre les plateformes à agir dans un timing extrêmement serré. Et quand je dis c'est une matrice, ce n'est pas seulement ces 3 niveaux, mais c'est avec les 2 échelons nationaux et européens qu'il faut absolument la construire, avec cette difficulté, c'est que c'est effectivement des sujets très complexes, que je veux dire, le harcèlement à l'école ne s'arrête pas après les horaires de l'école, et qu'on est dans une multiplication des acteurs et des plateformes, et donc il faut s'y préparer, parce qu'aujourd'hui on parle des GAFA, mais on sait tous qu'il y a d'autres plateformes qui sont en train de s'imposer à nos enfants, que personne d'entre nous n'utilisons, je pense à TikTok, qui ont des actionnaires qui peuvent être chinois ou d'ailleurs, et qu'on a besoin de mettre en place cette matrice, parce que le droit dur, c'est très bien, mais comme on est dans un univers extrêmement mouvant, il faut vraiment embarquer à travers la régulation et à travers les bonnes pratiques l'ensemble des acteurs dans cette démarche. C'est la seule façon, en s'appuyant bien sûr sur tout ce qu'on a évoqué sur la formation, pour que chaque enfant, chaque ado soit maître de son destin numérique et qu'il soit conscient que même lui, lorsqu'il diffuse des photos intimes sur Internet, il commet également un crime parce qu'il est mineur, et donc il n'a pas le droit de le faire non plus. Et donc c'est à la fois cette matrice et ces formations
sur les fondamentaux du numérique qu'il faut que nous parvenions à mettre en œuvre. Merci Thierry, merci beaucoup. Pour utiliser un terme numérique, je plus sois ce que tu viens de dire. Et effectivement, je crois qu'on peut se féliciter d'avoir mis en œuvre, enfin en tout cas d'avoir fait des recommandations qui vont dans le sens de la smart régulation, pour faire un bel anglicisme. Et donc, pour finir, je voudrais vraiment remercier tous les participants, en particulier Maître Chaffiol, Jean-Michel Blanquer, Roch-Olivier Mestre, et évidemment Thierry Jadot, mon co-président, Justine Atlan, donc la directrice générale de l'association Enfance. Donc merci de ce débat passionnant, et puis souhaitons évidemment une prompte application des recommandations de ce rapport dans la vie réelle, d'une façon générale, et je rends l'antenne à Cognac Jet pour faire un petit cliché avec un lointain passé. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur nos antennes.